Alors bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais te Cette histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en À peu près arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 27e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Myriam et Pierre. Tous deux forment un jeune couple depuis quelques mois, quand Pierre perd l'usage de ses jambes dans les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Après une phase de reconstruction, tous deux bien entourés, cette épreuve soude leur couple et ils décident de se marier. Amoureux d'aventure, ils organisent un voyage de noces, mais ne trouvent que très peu d'informations sur les voyages en fauteuil roulant, et se retrouvent frustrés de séjourner dans un univers bétonné. À leur retour, ils se lancent un défi, un tour du monde au-delà de toutes les limites qu'ils avaient imaginées. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Myriam et Pierre. Retour à l'instant T. Alors bonjour Myriam et Pierre, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Hello. Hello. Merci de me recevoir. Merci à vous de me faire l'honneur de votre présence. Alors, est-ce que pour que nos auditeurs comprennent un petit peu qui vous êtes, vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu les personnes que vous étiez avant cet instant T? Oui, complètement. On est Myriam et Pierre et on s'est rencontrés, donc on est en couple, on est mariés et on s'est rencontrés en juin 2015 au mariage d'un ami commun. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'on avait une passion commune, qui est le voyage. Et du coup, on a très vite commencé à voyager ensemble. On adore la nature, les grands espaces. Enfin voilà, on a commencé à faire plein de voyages tous les deux. Sauf qu'il se trouve que le 13 novembre 2015, Pierre a été blessé au Bataclan et donc maintenant il est en fauteuil roulant. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour nous, ça a été quand même la découverte d'une nouvelle vie, parce qu'on connaissait personne qui était affecté par un handicap dans notre entourage. Et donc, ça a vraiment été une nouvelle adaptation de redécouvrir comment est-ce qu'on vit une fois qu'on est en fauteuil, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se déplace, et surtout comment est-ce qu'on repart voyager. Donc ça, on a appris petit à petit après le centre de rééducation. Et en fait, on s'est rendu compte que on se mettait beaucoup de limites, parce que quand on est parti dans notre premier voyage en 2017 au Canada, on s'est pas mal concentré sur visiter des villes, visiter des endroits qui étaient assez bétonnés et assez faciles, entre guillemets, en se frustrant nous-mêmes en voyant les parcs nationaux Jacques Cartier et autres à côté qui nous faisait un peu d'appel du pied, mais on se disait, non, il y a des racines et de la terre, c'est forcément pas possible en fauteuil. Et si je reviens un petit peu en arrière sur votre histoire, du coup, à ce moment-là, de l'attaque du Bataclan, en fait, vous étiez un couple très récent encore. Ouais, ça faisait 5 mois qu'on était ensemble quand Pierre a été blessé du coup, donc effectivement on était un couple tout neuf. Ça rapproche, je ne cache pas que ça rapproche, mais disons qu'on a appris à se connaître assez vite sans fioriture et sans détour, quoi. Donc voilà, et puis je pense que c'est pas mal de... Enfin c'est pas mal, si ça avait été à refaire j'aurais peut-être fait différemment, mais c'est pas mal de savoir comment on gère les crises dans un couple pour bien se connaître et pour continuer à construire des choses ensemble. Donc voilà, l'avantage c'est que on a été très vite confrontés à ça tous les deux et ça nous a permis de couper court à toute tergiversation, on va dire. Très vite, vous deux, vous êtes engagés ensemble. En fait, ça a été un petit peu un accélérateur d'amour et d'engagement. Et vous avez décidé de vivre ensemble, de vous marier assez rapidement. C'est ça, ouais. En fait, on était donc ça faisait que 5 mois et on s'était dit pourquoi pas en juillet 2016 emménager ensemble. Et en fait, c'est ce qu'on a fait finalement quand je suis sorti de centre de rééducation, c'était pile à ce moment-là. Et donc, parce qu'on vivait tous les deux dans des appartements qui n'étaient pas accessibles. Et du coup, on a emménagé tous les deux et on vit toujours dans le même appartement et on y est moins souvent qu'avant maintenant avec nos métiers. Mais voilà, on s'est lancé là-dedans, on s'est fiancé rapidement et ensuite on a décidé de se marier ensuite peu de temps après. Du coup, ça a bien lancé les choses. Et du coup, après ce premier voyage bétonné ensemble, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quel a été le constat en revenant de ces vacances?
Le constat après les premières vacances ensemble, ça a été que c'était quand même super fatigant. On est parti avec des quantités de matos inimaginables parce que Pierre venait de sortir de centre de rééducation, donc on était un peu dans une espèce de bulle de protection où on pensait devoir utiliser plein de matériel, faire attention à avoir tout ce qu'il fallait à disposition, etc. Et puis en fait, les voyages suivants nous ont permis, et c'était plutôt cool de nous améliorer, on va dire, sur l'efficacité de nos voyages, d'apprendre qu'on pouvait voyager avec moins de choses, plus léger, plus facilement. Mais le premier voyage, il était vraiment épuisant, quoi. On avait beaucoup trop de matos, on devait vider la voiture tous les jours, on se posait beaucoup de questions sur l'accessibilité, ce qui était possible de faire ou pas. On ne trouvait jamais les infos parce qu'on savait pas où est-ce qu'il y avait des infos sur ce qu'on pouvait faire. Et donc, ouais, beaucoup de frustration et beaucoup de fatigue. Et ça vous a fait prendre une décision, ou en tout cas vous lancer un défi? Le défi est venu un petit peu après. En fait, quand on est rentré du Canada, en fait, j'ai été appelé par une association qui s'appelle Comme les autres. Et en fait, cette association, son objectif, c'est de rassembler à la fois des valides et des personnes en situation de handicap, souvent moteurs, donc paraplégiques comme moi. Et en fait, là, leur idée est un peu d'ouvrir les chakras un peu de tout le monde, que tu sois valide pour voir qu'une personne en fauteuil peut faire plein de choses, et aux personnes en fauteuil pour leur montrer qu'elles peuvent faire plein de choses. Et donc en fait, on a fait pendant une semaine, on était à Marrakech et on a fait énormément d'activités, que ce soit du kayak, de la tyrolienne, du quad. Et en fait, pendant toute cette semaine-là, on a appris beaucoup en fait sur tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est derrière, donc Myriam n'était pas conviée parce que les proches ne sont pas conviés sur ces séjours. Mais voilà, en fait, quand je suis revenu de là, ça a été un petit peu un déclic pour la suite. Et c'est pour ça, quand on a planifié notre voyage de noces, qui était en fin mai 2018 après notre mariage, on s'est on s'est dit, mais en fait, on va pas se mettre de limites, on va aller dans un endroit qui est facile d'accès. Donc on a choisi les États-Unis et les grands parcs de l'Ouest américain. Et ensuite, sur tout ce qui est activité, découverte, balade, en fait, on s'est mis aucune limite et on s'est dit, on verra bien et on verra comment ça se passe. Et donc c'est là que ça a été vraiment un déclencheur pour vraiment lancer notre projet qui s'est un peu étoffé dans nos têtes au fur et à mesure de l'été 2018. Mais voilà, on s'est dit, c'est trop beau de pouvoir voyager quand on est en fauteuil comme une personne valide, en fait. Et en fait, on s'est simplement dit, on va créer un média qui va nous permettre en fait de communiquer toute cette information qu'on a pu nous recenser pendant ces premiers voyages, et qu'elle soit accessible à tout le monde, en fait. Parce que c'était vraiment un constat, vous, avant de partir dans les premiers voyages, de se dire on trouve aucune information sur comment voyager en fauteuil roulant. À l'époque, on trouvait vraiment pas d'informations sur comment voyager en fauteuil, ou très peu. Les seuls blogs de voyage qui existaient, ils étaient hyper flippants. En fait, c'était j'ai cassé mon fauteuil dans l'avion, ou enfin mon fauteuil a été cassé dans l'avion, donc vacances ruinées. Enfin voilà, hyper flippant. Et sur place, finalement, il y avait quelques témoignages, quelques retours d'expérience, mais sur place, on n'avait pas d'infos sur ce qui était faisable ou pas. Et c'est vraiment de là que c'est parti. C'est-à-dire que nous, on a eu l'impression de revivre pendant ce voyage aux États-Unis, parce que on a enfin renoué avec ce qu'on aimait vraiment faire, et donc on s'est senti hyper libre pour la première fois depuis 3 ans, donc depuis l'accident de Pierre. Et enfin voilà, ça nous a changé la vie, et on s'est dit mais c'est quand même fou et nul que tout le monde n'ait pas accès à cette information-là. Donc, on va essayer de mettre à dispo un maximum d'infos pour que d'autres personnes puissent se projeter et se dire, bah oui, c'est possible en fait de voyager pour moi, quoi. Et ce qui est cool aujourd'hui, c'est que l'information, elle commence quand même à se multiplier sur les réseaux, sur des blogs, etc. Donc nous, on essaye d'en donner un maximum par rapport à toutes nos expériences sur Wheel World. Mais ça commence, voilà, je pense que ça commence à bien rentrer dans la tête de tout le monde que le voyage en fauteuil est possible, quoi. Qu'est-ce que ça vous a amené où par la suite? Du coup, quand on a terminé ce voyage de noces, donc on s'est dit, voilà, il faut vraiment ce canal d'information. Donc, à la base, c'était un blog assez simple. Donc, quand on a créé Wheel World, c'était ça l'idée. Sauf que pour que le blog il soit utile et qu'il y ait un maximum de destinations et d'informations dessus, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de destinations. Et donc, on a monté un projet de tour du monde qui devait durer 14 mois et traverser 15 pays. Sachant que on s'est dit, voilà, on prend tous les pays qui nous faisaient rêver, mais où on s'était dit, on pourra plus y aller maintenant que Pierre est en fauteuil. Et en fait, on va y aller quand même, parce que finalement, on aura peut-être des bonnes surprises. Et justement, ces pays-là, ils sont pas balisés pour les personnes en fauteuil, donc faut y aller, il faut donner de l'info, quoi.
Et donc du coup, on avait prévu donc 14 mois, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Et on est parti en septembre 2019. Et quand on est parti, en fait, on avait décidé de faire ce tour du monde en étoile, de manière à pouvoir faire environ 3 mois dans chaque continent et revenir environ 15 jours à Paris pour à la fois rencontrer nos partenaires, parce que on a été accompagnés par des entreprises qui nous ont aidés à financer ce voyage, et aussi pour changer les bagages, parce qu'on avait décidé de suivre l'été et pendant toute la durée de ce tour du monde. Donc c'est pour ça on avait commencé par l'Amérique du Sud. Et en fait, à chaque continent, un défi. Pour le premier continent, donc l'Amérique du Sud, le premier défi était l'ascension du Machu Picchu. Et en fait, on a réalisé ça au bout de 15 jours, donc ça nous a donné pas mal de peps pour pouvoir continuer continuer à faire des activités dans tous les sens. On a fait du surf dans les dunes de sable, on est allé faire du kayak au pied du glacier du Perito Moreno en Argentine, on a nagé avec des otaries à Lima, et en fait, ce moment-là, on se dit, bah voilà, en fait, ce tour du monde part très bien. On a moyen de vraiment pouvoir communiquer, montrer ce qui est facile, d'être un peu entre guillemets, des explorateurs sur des terrains qui ont été validés par des valides, mais pas pour des personnes en situation de handicap. Et donc, nous, on est là pour essayer de faire ça et permettre à d'autres de se dire, bah voilà, moi aussi, je vais pouvoir aller sur le Machu Picchu ou simplement aller au fin fond de la Patagonie argentine, à Ushuaia. Et ensuite, le deuxième continent, ça a été l'Océanie. Et en fait, en Océanie, on a fait 6 semaines à peu près en Australie. Donc là, c'était plus balade le long des côtes, le long de la côte est. On est passé un petit peu au centre pour aller voir les aborigènes. Et ensuite, on a terminé au sud avec les 12 apôtres et ces fameuses falaises de calcaire. Et ensuite, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, là, on s'était mis un petit challenge de traverser le pays du nord au sud en tandem, parce qu'on avait trouvé à Paris un tandem qui nous permettait d'être du coup moi à l'avant assis avec un mandalier, donc pouvoir pédaler avec les mains, et Myriam à l'arrière avec les pédales, les freins, les vitesses. Donc il fallait que je lui fasse une grande confiance pour ce projet-là. Et en fait, sur l'île du Nord, on s'est pas mal entraîné, et c'est sur l'île du Sud où là, on était vraiment en itinérance totale. Donc, on a une copine qui nous accompagnait pour transporter les bagages d'étape en étape, et nous, on cravachait sur des étapes entre 35 et 120 km avec 1000 mètres de dénivelé. Donc, ça a été bien costaud. Et malheureusement, 300 km de l'arrivée, donc de Bluff, le port le plus au sud du pays, on a été malheureusement rattrapé par le Covid une semaine après la France. Et donc on a dû arrêter notre projet à ce moment-là. D'accord. Et vous l'avez mis sur pause ou vous l'avez repris plus tard? En fait, au moment du confinement, du coup, nous, on avait posé un congé sans solde. Donc on était supposé recommencer à bosser à la fin de l'année 2020. Alors spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais du coup, comme il nous restait que 6 mois, on s'est dit, bah, il faut quand même qu'on continue à faire vivre ce projet. On sentait bien quand même qu'on n'allait pas pouvoir revoyager tout de suite, comme on l'avait prévu, hein, pour terminer le tour du monde, etc. Et donc on s'est dit, on peut pas rester 6 mois à attendre que les frontières rouvrent alors que ça n'arrivera peut-être pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc on s'est lancé plutôt sur les routes de France. Parce que après avoir montré qu'on faisait du saut en parachute assez facilement en Australie, on trouvait ça cool de se dire probablement qu'il existe plein de choses en France et ce serait hyper dommage que les gens les connaissent pas. Et on s'est assez vite rendu compte que c'était bien le cas, c'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives en France qui permettent de vivre des expériences outdoor hyper cool pour des personnes en situation de handicap, et en fait souvent on les connaît pas du tout. Donc on s'est lancé là-dedans et on a fait un petit tour de France avec du wave ski, du wakeboard, on a fait du voilier à plusieurs occasions, du char à voile. Enfin, on a fait que des trucs de ouf pendant 6 mois. Plutôt sympa le confinement du coup. Alors oui, du coup post-confinement effectivement, enfin entre deux confinements, on s'arrangeait pour réussir à partir quand on avait le droit de quitter la région parisienne du coup. Mais effectivement, nous on n'a pas manqué d'air pendant cette année-là parce qu'en fait dès qu'on n'était pas confiné, on avait la possibilité de partir rencontrer plein de gens top et de faire plein d'activités outdoor, donc c'était hyper cool. Et du coup on a créé une série YouTube et c'est à ce moment-là en fait qu'on a décidé de créer notre boîte parce que on s'est rendu compte finalement que ce qu'on faisait, on avait de plus en plus de retours de gens qui nous disaient mais je savais pas du tout, est-ce que vous avez d'autres infos, est-ce que vous pourriez m'aider à planifier mon voyage, etc. Et donc on s'est dit, on peut pas reprendre notre job comme si de rien n'était. On a construit un truc
il y a un besoin, il faut qu'on continue. Et donc, on a créé notre entreprise justement pour travailler sur ces sujets-là, pour valoriser des initiatives inclusives, aller dans des destinations, faire découvrir des expériences à notre communauté. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Waouh, c'est super impressionnant. Donc là, on sort du Covid, enfin pour de bon, et vous avez encore plein de projets et de voyages à faire. Où est-ce que ça vous emmène ? En fait, depuis qu'on a créé notre entreprise, du coup, on travaille beaucoup en France. On continue de travailler beaucoup en France. On est parti plusieurs fois en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Annecy, Megève, etc. Et en fait, on a toujours un peu latent derrière. On avait encore un projet qui nous tenait à cœur, qu'on voulait absolument réaliser, qu'on n'avait pas pu faire pendant le tour du monde, avorté à cause du Covid. Et en fait, celui-là, il était en Afrique, donc plus précisément en Tanzanie, parce qu'en fait, pendant ce voyage-là, on devait faire l'ascension du Kilimandjaro. Et en fait, cette ascension du Kilimandjaro, elle a été, on l'avait à peu près préparée il y a 3 ans. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement que avec les confinements, etc., on avait quand même mangé beaucoup de cookies et fait pas beaucoup de sport, contrairement à ce qu'on avait pu faire pendant le tour du monde. Et donc là, en fait, on a décidé de se remettre en forme physiquement, on va dire de repartir de moins quelque chose pour arriver à quelque chose, un petit plus, on va dire. Et en fait, on a été accompagné par des coachs sportifs spécialisés en réathlétisation d'athlètes paralympiques et olympiques. Et donc, on a eu beaucoup de chance d'être accompagné par eux. Et en fait, on a fait pendant 5 mois une 60aine de séances de CrossFit pour nous remettre d'aplomb. Et en fait, ce qui a été assez chouette, c'est que chaque séance a été adaptée de manière à ce que je puisse faire que mes exercices correspondent à ceux de Myriam et Nicolas, donc notre associé qui nous a accompagnés aussi sur ce projet, et de manière à ce qu'on puisse tous travailler comme il faut et qu'on soit tous en forme au même niveau pour au moment du départ. Et du coup, la préparation, ce qu'on recommande pour une préparation ascension Kilimandjaro, c'est de faire du CrossFit ? Non, normalement pour une ascension du Kilimandjaro, il faut être préparé à la rando, il faut avoir l'habitude de marcher, c'est des bonnes étapes, donc il faut savoir monter, mais en toute logique, personne n'est obligé de faire 6 mois de préparation intensive pour monter le Kilimandjaro. C'est un sommet qui est relativement accessible pour des personnes qui randonnent, quoi. En fait, nous, on a choisi de faire ça parce que l'idée, c'est qu'avec Nico, on voulait faire un effort commun en fait avec Pierre. Donc on voulait que Pierre puisse pousser sur son fauteuil. Donc on a choisi du coup que Pierre soit dans son fauteuil pour faire l'ascension. Et puis ensuite Nico et moi on se relayait. On a testé pas mal d'ailleurs. On a fait un stage d'entraînement en montagne à Chamonix avant de partir. Et du coup on en avait un qui est devant avec un harnais et des cordes, un peu comme les expéditions polaires qui tirent des poulkas derrière eux. Donc c'est le même concept. On a un harnais, des cordes et on l'attache au fauteuil de Pierre. Et il y en a un qui tire devant. Et comme dans les pentes, c'est quand même sacrément costaud, il y en a aussi un qui pousse derrière. Et l'idée, c'est de faire vraiment cet effort à 3 et que ce soit un espèce de convoi à 6 pattes, du coup, de 4 jambes et 2 bras, quoi. Et que chacun ait vraiment son effort à donner pour que l'équipe arrive le plus loin et le plus haut possible. Donc, c'était vraiment l'idée. Ouais, du coup, ce qui vous demande vraiment des muscles profonds, d'où un entraînement de CrossFit. Exactement. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pouvez me raconter cette ascension, ou en tout cas votre aventure au Kilimandjaro ? L'ascension, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est un des moments les plus intenses qu'on ait pu vivre dans notre vie, très sincèrement. Et c'est la première fois qu'on en parle et on est super content d'en parler avec toi aujourd'hui pour pouvoir raconter ça comme ça. Il faut savoir que l'ascension, elle dure 7 jours. Il y a 4 jours de montée, 3 jours de descente et dans les 4 jours de montée, il y a une journée d'acclimatation. Et en fait, le challenge, c'est qu'on connaît pas le terrain, on connaît pas à quoi ressemblent les pentes du Kilimandjaro. Donc nous, on s'est préparé pour ce dispositif à 3, un qui pousse, un qui tire et Pierre qui pousse sur ses roues. On a une équipe qui nous accompagne. Il y a 3 guides et 12 porteurs qui sont avec nous. Et on a aussi des copains. Donc il y a la sœur de Pierre qui est avec nous et un ami qui fait partie de l'équipe aussi pour l'ascension. Et en fait, la veille du départ, on a un entraînement sur le mont Meru, donc qui est une montagne pas très loin du Kilimandjaro, qui est moins haute, mais qui est bien pentue avec beaucoup de cailloux, etc.
Et l'idée, c'était d'apprendre au guide justement comment manier le fauteuil, quelles étaient les spécificités, comment ça fonctionnait, etc. Et on se dit, bah voilà, journée d'entraînement, c'est la veille du départ, on est bien. Et donc les guides choisissent un endroit où ça correspond en fait à la difficulté du moment le plus difficile qu'on aura sur le quilles en groupe, parce qu'ils voulaient vraiment tester en conditions réelles pour voir comment on tenait et comment ça avançait. Et on avait fait concevoir un fauteuil spécial par le fournisseur de Pierre. Donc c'est un fauteuil classique en fait, mais qui avait 2 roues cross de chaque côté qui étaient soudées entre elles. Et en fait, on commence l'ascension, on se lance, sur le moment ça va. Au début, c'est moi qui tire, puis je leur passe le relais pour qu'ils puissent se tester un peu, etc. Et en fait, en 1 heure de rando, on a réussi à péter 2 roues. Donc la veille du départ, donc un petit peu chaud. Avec une petite roue avant qui est cassée, ça à la limite c'était moins grave parce que comme il y avait une grosse roue à l'avant, ça permettait de pas trop appuyer sur ces roues-là, donc à la limite on s'en foutait. En revanche, le système de double roue cross qu'on avait prévu comme le truc infaillible pour aller jusqu'en haut du Kili, on se retrouve à 12 heures du départ et le truc est mort quoi. Donc en fait le fauteuil il avance plus, enfin très peu, c'est un tout petit peu compliqué. Mais l'avantage c'est que je crois qu'en Afrique tout se répare. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, on s'est retrouvés le dimanche matin, puisque ça c'était le samedi, le dimanche matin, jour du départ. Le guide arrive, grand sourire et tout, et il y a 2 roues de moto qui sont accrochées au fauteuil. Et donc trop stylé, le truc hyper solide et tout, donc on est trop chaud et on monte dans le bus pour partir pour le Kilimanjaro. Des vraies roues de moto? Des vraies roues de moto, ouais. Des vraies roues de moto, oui. Waouh, on la débrouille. Ok, génial. Et donc on est trop content, on monte dans ce bus, on a 2 heures de route devant nous et pour le transporter, le fauteuil, ils le mettent sur le toit et quand ils le mettent sur le toit, ils enlèvent les roues et donc on voit pas très bien on sait qu'ils les enlèvent, qu'ils les posent sur le toit, ils fixent le fauteuil et on est parti. Et on a assuré en se disant on va quand même emmener mon autre fauteuil parce que j'avais un deuxième fauteuil pour le voyage, on se dit on va quand même l'emmener au cas où il y a un problème. Et en fait, on arrive sur place, donc on est à la porte Marangou, donc qui est à 1800 mètres d'altitude. C'est le point de départ de l'ascension sur cette voie-là, la voie Marangou. Et en fait, au moment où ils descendent le fauteuil du toit, ils fixent les roues. Et en fait, moi, je me rends compte que les roues ne vont pas tenir en fait dans le fauteuil, parce qu'en fait, une roue a une certaine largeur, l'axe qui permet de le fixer aussi. Et moins il y a de place sur l'axe, moins il y a de possibilité de le fixer dans le fauteuil. Et en fait, là, il y avait rien. Enfin, l'axe n'était plus accroché à l'intérieur du châssis, et donc il y avait potentielle chute au bout de 2 mètres d'ascension. Donc clairement, il y avait un petit souci. Et donc, quand on leur en a parlé, on en a eu pour 2 heures et demie de pourparler de quelle était la bonne solution et comment est-ce qu'il fallait faire, sachant qu'il y avait une possible heure limite de départ pour ne pas arriver trop tard non plus au refuge le soir même. Et en fait, le guide est reparti avec le fauteuil, avec 2 membres de l'équipe, et ils sont partis pour aller faire et ils sont retournés au garage en fait et au garage ils sont revenus 1 heure après avec un fauteuil fixé, boulon vissé au maximum pour assurer le coup, pièce de rechange évidemment parce qu'on n'avait pas envie d'avoir plus de problèmes et en fait on est parti à 14 heures au lieu de 11h30 midi quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, à 14 heures, ça y est, on se lance tous ensemble. Les porteurs avaient déjà emmené nos sacs en haut, et donc ils étaient 5-6 à nous accompagner à ce moment-là, de manière à pouvoir aider, pousser si besoin. Et donc voilà, donc on se lance, on est un peu totalement excité de se dire, ça y est, on y est, on va pouvoir enfin en découdre avec cette montagne qu'on attend depuis 3 ans. Et en fait, on se lance. Le début de la première étape est assez facile parce qu'en fait, il y a une route carrossable qui peut être empruntée par l'ambulance du Kilimanjaro, donc sur la moitié de l'étape, donc sur environ 2 heures, 2 heures et demie de marche, quelque chose comme ça. Et au bout de ces 2 heures, on s'enfonce dans la forêt tropicale. Et en fait, dans cette forêt tropicale, Abed, notre guide, m'avait dit tu verras, il y a des escaliers de pierre à un moment, mais ça devrait le faire. Et donc moi, je pensais qu'on allait tomber sur des escaliers un peu comme ce qu'on avait déjà un peu vu en forêt, donc soit avec des troncs d'arbres ou des choses comme ça, mais qui seraient à peu près praticables. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que en fait les porteurs allaient être nos sauveurs en fait du début à la fin.
parce qu'en fait c'est eux qui ont pris les cordes et ils ont commencé à me soulever, parce qu'en fait ces escaliers étaient simplement des voies faites de cailloux qui ne sont pas plats, qui ne sont pas tous égaux, pas de la même taille, et posés un peu en vrac, on va dire. Et en fait il nous a fallu je crois 4 heures pour faire 2 heures de marche pour Invalides. Et en fait, pendant toute cette période-là, ça nous a permis de mieux rencontrer les porteurs, parce qu'ils étaient vraiment juste autour de moi, et de voir à quel point ces mecs étaient déjà formidables au bout d'une étape. Et parce que je pesais quand même mon poids, plus le fauteuil qui devait faire 20 kilos, donc il portait entre 100 et 110 kilos facilement pour à chaque fois. Donc c'était quand même pas rien, mais c'est pas grave, ils étaient contents qu'on soit arrivé, et donc ça a été notre première étape laborieuse, mais le guide était confiant pour la suite, malgré l'heure d'arrivée, 19h30 par là, il était très content, et il se dit tout va bien se passer pour la suite. Là, on arrive au refuge, donc on est à Mandara Hut, qui est à 2700 mètres d'altitude. On passe la première nuit dans les refuges. Il faut savoir que c'est quand même assez confort en fait, hein. Franchement, c'est assez bien organisé la logistique sur cette voie-là du Kili. C'est la seule qui est en refuge, les autres sont en bivouac. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi cette voie-là, au-delà du fait que c'est la plus praticable, on va dire, la plus facile, la plus régulière. Mais du coup, voilà, les refuges sont quand même pas mal. Bon, il fait froid, on s'adapte pour la première nuit et tout, mais ça va. Et le lendemain, on repart, mais pour le coup, c'est une étape qui a été hyper difficile psychologiquement le lendemain, parce que la veille, on avait finalement réussi à faire pas mal de dénivelé en assez peu de temps. Même si on était arrivé de nuit et tout, c'était surtout lié au fait qu'on était parti très tard. Sauf que là, du coup, les porteurs sont partis le matin pour amener nos sacs. Et en fait, on se rend compte que je sais pas, je crois qu'on a mis 4 heures à faire 200 mètres de dénivelé, sachant qu'on avait 1000 mètres de dénivelé à faire par jour. Donc en fait, c'était un peu compliqué, et notamment parce que il y avait beaucoup de rochers, beaucoup de terrains un peu différents, donc parfois il fallait tirer avec le harnais, mais parfois il pouvait plus, donc il fallait soulever pierre, etc. Et ils se sont beaucoup posé la question de la méthode la plus efficace. Donc en fait, à chaque fois qu'on faisait des pauses, il y avait beaucoup de discussions sur comment il fallait s'y prendre, etc. Et ça nous a fait perdre pas mal de temps. Et puis c'était hyper fatigant pour eux parce qu'ils étaient pas très nombreux vu que les autres étaient déjà partis avec les sacs. Et pour nous, donc nous on essayait avec Nico, on essayait de porter leurs sacs pour essayer de leur enlever un peu de poids, etc. Mais bon, on avait une bonne préparation physique, donc ça allait, mais on commençait aussi à sentir qu'on arrivait en altitude, donc la respiration se fait un peu plus difficile, le souffle est un peu plus court, etc. Et donc cette étape-là, elle a été particulièrement longue. Le truc qui a été hyper kiffant pour le coup, c'est que en fait, à partir du moment où on a fait notre pause déj, donc vers 16h à peu près, en fait, on a commencé à apercevoir le sommet. Et ça, c'était ouf, parce que jusqu'à présent, on était pas mal dans des nuages. Et c'est vrai que le premier jour, entre l'émotion, la peur de pas partir, finalement l'émotion d'être arrivé au premier refuge, etc. On est un peu, on était un peu paumé en fait. On savait qu'on était sur le Kili, mais finalement c'était un peu bizarre parce qu'on n'était pas trop dans le mood, etc. Puis on voyait rien autour de nous, donc c'était pas très identifiable, quoi. Et là, à ce moment-là, on voit le sommet, et on se dit ouais, en fait c'est un truc de ouf. Là, voilà, on arrive déjà à notre deuxième étape. Ensuite, il y en a une troisième, puis le sommet. Enfin, c'est un truc de dingue, et donc on était trop contents. Donc on est arrivé de nuit aussi, on était claqués aussi, mais franchement, c'était vraiment un truc de dingue, quoi, ce moment-là. Mais vous êtes arrivé hyper tard du coup? En fait, on n'est pas arrivé très tard. Le truc, c'est que la nuit tombe à 18h, allez, 18h30 max, mais du coup, à 18h, il commence déjà à faire nuit, et la nuit tombe très très vite puisqu'on est sur l'équateur. Donc du coup, c'est assez immédiat, et on termine vite à la frontale, voilà, dès qu'on dépasse les 18h. Normalement, la rando, on est supposé arriver entre 14 et 16h, quoi. Et nous, à chaque fois, on arrivait plutôt 19h, 19h30, 20h. Donc c'était. Mais franchement, ça a rajouté un petit charme quand même à l'ascension. En vrai, d'arriver à la frontale, c'était quand même assez cool. Mais c'était pas trop dangereux cette ascension en pleine nuit? Non, en fait, ça n'a pas été. En fait, là où ces mecs sont juste incroyables, c'est qu'ils étaient donc en fait au moment où on a fait la pause déj, un petit peu après, en fait moi ils m'ont changé d'embarcation, on va dire, parce qu'en fait mon fauteuil était du coup assez lourd, il y avait énormément de cailloux sur cette étape, et des rigoles, parce qu'en fait pendant la saison des pluies il pleut beaucoup, donc il y a beaucoup de rigoles qui sont dessinées par les gardes forestiers de manière à ce que l'eau s'écoule sans défoncer les chemins.
Et en fait, c'était trop difficile pour eux et on serait arrivé très tard si j'étais resté dans mon fauteuil. Et en fait, chaque refuge dispose de joëlettes, donc c'est un peu des chaises à porteurs sur roues, comme au Moyen-Âge, mais en fait, elles sont aménagées en mode brancard de manière à pouvoir redescendre une personne qui s'est blessée, une personne qui a le mal des montagnes, par exemple, un peu trop dur, et ça leur permet de les descendre plus facilement et plus facilement pour la personne aussi qui est transportée. Et en fait, sur ces brancards-là, ils ont énormément de prise, et ce qui leur permet d'être beaucoup plus, et le poids est mieux réparti, et ce qui permet aussi il y a une suspension sur la roue, alors que sur moi il y en a pas. Et du coup, ça leur a un peu facilité la tâche. Et en fait, ils vont à une vitesse dingue, parce que une fois que je suis passé dessus, enfin les autres de l'équipe, Myriam, etc., devaient un peu cravacher pour continuer à nous voir quand il commençait à faire nuit, parce qu'ils voyaient à peine les frontales, et on est arrivé bien en avance. Enfin, on est arrivé un quart d'heure, quelque chose comme ça avant eux. Et en fait, ça montrait vraiment la capacité des mecs. Les mecs couraient, alors qu'on était à 3700, ils couraient le long à flanc de montagne, de manière à passer les cailloux, etc., qui ne les ralentissaient jamais, quoi. Et donc non, à aucun moment il y a eu de peur ou quoi. J'avais plus froid que peur à ce moment-là, ouais. Wow, ok. Eux, ils ont un super entraînement pour pouvoir faire ça. En fait, ils font ça au quotidien. Ils font 30 et 37 ascensions par an. Donc ils ont aucun problème à faire l'ascension, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, etc. Et non, c'est un peu des surhommes pour nous, ouais. Et du coup, chaque arrivée à un nouveau refuge, à une nouvelle étape, c'est un accomplissement, c'est une réussite. C'est une réussite, et je crois que l'accomplissement, on s'en rend compte le lendemain matin. Parce qu'on est un peu quand même fatigué le soir, on mange notre petite soupe, notre petit plat préparé par Assoumani avec amour. Et en fait, le lendemain matin, surtout à cette étape-là à 3700, on a une journée d'acclimatation. Normalement, on devait faire une petite sortie pour vraiment s'adapter, monter à 4000, redescendre. Et là, le guide nous a dit non, non, là, c'est tout le monde qui se repose, il y a personne qui sort demain. Et vraiment, vous profitez, vous prenez le temps, et tout ça pour être en forme pour la journée d'après. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on est 3700, il y a une mer de nuages complètement dingue, un peu plus bas, qui recouvre la vallée tanzanienne, et on est... alors certes, il y a d'autres refuges, il y a d'autres personnes, etc., mais on est un peu tout seul dans notre petite bulle, tous les 6, à se dire, en fait, on est là, on n'est plus à 2 étapes du sommet. Et non, il y a une émotion qui est quand même assez dingue. Il y a encore quelques corbeaux. Il y a, je sais pas, il y a une ambiance particulière à ces altitudes-là, entre la nature qui enfin, où on a vraiment perdu quasiment tous les arbres, il n'y a plus grand-chose. Et je sais pas, et ce calme et ce silence complètement dingue dont on rêvait un petit peu, je pense, inconsciemment depuis le début. Et comment est-ce que vous êtes encadré sur place? C'est-à-dire que justement, si vous avez le mal des montagnes, si vous avez du mal à respirer, est-ce que vous avez un encadrement aussi au niveau santé? Il y a un encadrement de ouf pendant l'ascension, et heureusement, du coup, sans spoiler, mais du coup, oui, ça nous a bien servi. En fait, pour le suivi du mal des montagnes, tous les matins, ils viennent, enfin les guides du coup viennent nous voir, ils vérifient qu'on a un bon appétit, qu'on dort bien, ils vérifient qu'on n'ait pas de maux de tête, ou que ce soit des maux de tête qui puissent passer avec un Doliprane ou un truc, que ça passe assez facilement. Et ils prennent le pouls et la saturation, donc l'oxygène dans le sang. Et en fait, tout ça, c'est vraiment tous les matins, c'est un process qui est hyper carré, etc. Et c'est hyper important parce que, en gros, plus on monte, plus on a un taux d'oxygène dans le sang qui descend. Quand on est à 0, en gros, on a un taux d'oxygène à 100. Et en fait, le mal des montagnes, on peut le percevoir par différents symptômes, mais on peut aussi ne pas forcément se rendre compte que c'est un mal des montagnes. Et donc, l'oxygène dans le sang, c'est un peu ce qui est garant. Et du coup, en gros, ils nous disent, bah, même quand vous serez à 4700, 5000, il faut pas que l'oxygène il soit à moins de 80 sur 100. Donc, c'est ça qui garantit que vous soyez pas en train de faire un mal aigu des montagnes, quoi. Du coup, bah, journée d'acclimatation passée, on est chaud patate. Franchement, là, ça y est, on commence à se rendre compte que le sommet est tout proche. La dernière étape, du coup, c'est Kiboat, qui est à 4700 mètres d'altitude. Et Kiboat, c'est un refuge qui est vraiment au pied de la dernière pente finale, enfin voilà, la dernière pente raide avant d'arriver au sommet, quoi.
Et du coup, bah, on part de Orombo, on commence sur un chemin en pierre, c'est bien bien raide, je pense qu'on se mange assez vite pas mal de dénivelé. Encore une fois, on a 1000 mètres à faire dans la journée, donc voilà, on se prend 300 mètres, je pense, dans l'heure qui suit le départ. Et en fait, à un moment, on arrive à un petit panneau qui dit dernier point d'eau. Donc c'est le dernier endroit sur la montagne où il y a de l'eau. Après, bah, c'est acheminé par les porteurs, etc. Et on arrive dans une immense plaine, en fait, entre deux montagnes. Donc il y a le Kilimandjaro, le sommet du Kilimandjaro qui est à gauche, et à droite, il y a le mont Mawenzi, qui est à 5000 et quelques, je crois. Et en fait, c'est un paysage lunaire de dingue. Franchement, enfin, je sais même pas comment le décrire, quoi. C'est une espèce d'étendue désertique. Il n'y a pas un poil de végétation, il y a que des cailloux et du sable. Il y a le vent qui balaye la plaine et nous on rentre là-dedans et enfin franchement c'est juste, enfin, c'est une impression qui est indescriptible, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et du coup, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, du coup, Nico et moi, on est chaud parce que là, on a dit, bah, on s'est fait une préparation physique de 6 mois, on a envie d'en découdre. Maintenant, on a envie de se mettre aux manettes pour aider Pierre. Et c'est le bon endroit parce que le terrain est assez plat. En fait, le chemin, il est facile, il n'y a pas de rocher, il est praticable. Pour une fois, il y a vraiment juste à tirer, à pousser et c'est bon. Et en fait, Abed, qui est notre guide, nous dit non, non, les gars, là, en fait, on arrive à 4000. Donc vous redescendez de vos grands chevaux, vous essayez même pas de faire plus d'efforts que vous portez vous. Juste vous portez votre petit sac de la journée, vous avancez comme ça et me demandez pas de porter Pierre parce que, enfin, de tirer Pierre parce que franchement, je vous donnerai pas l'autorisation de le faire. Et heureusement qu'il l'a pas fait parce que je pense qu'on n'aurait pas été capable sinon de poursuivre pour la suite. Mais ouais, du coup, c'était vraiment une journée de ouf. Et quand on arrive à Kibo Hut, on y passe la nuit. Sachant que je dis vraiment on y passe la nuit parce que dire qu'on y a dormi, c'est quand même un bien gros mot. Je pense qu'on dort quand même pas très très bien à 4007. Et normalement, en fait, les expés qui font le Kili, les gens repartent, donc ils arrivent à Kiboed vers 15 h, un truc comme ça, et ils repartent à minuit pour faire l'ascension finale, pour être au sommet du Kili, au lever du soleil. Et puis parce que de toute façon, franchement, on dort tellement mal à 4007 que personne n'a envie de passer la nuit à Kiboed, en vrai. Sauf que pour nous, c'était un peu trop dangereux parce qu'il y a pas mal de cailloux sur la dernière pente, il y a beaucoup de sable, c'est très très raide. Et du coup, on préfère partir 2 jours. Donc on part le matin, le lendemain matin à 6 h. Sauf que entre temps, donc bah, justement, les guides ont checké nos saturations, le pouls, etc. Et en fait, Nico, un des 6 membres de l'équipe qui avait fait toute la préparation avec nous, etc., a dû faire demi-tour à ce moment-là parce qu'il avait un taux d'oxygène dans le sang qui était vraiment mauvais et il avait hyper mal au crâne et un appétit tout pourri. Et en fait, du coup, le guide lui a dit, ben désolé, mais tu dois descendre quoi parce que c'est trop dangereux de rester ici, donc tu redescends à 3007 et tu nous attends là, on te rejoint après l'ascension finale. Voilà, donc on a dû abandonner malheureusement Nico juste avant l'ascension finale. Ça a dû être super frustrant pour lui et pour vous de pas aller au bout ensemble dans l'aventure. Ouais, je pense que ça a été super dur pour lui. Alors, il a été sympa, il nous a plutôt encouragés justement à y aller, etc. Donc, c'était hyper cool de sa part. Mais c'est vrai que même pour nous, ouais, c'était hyper dur. Puis voilà, ça fait 6 mois qu'on se préparait ensemble. Enfin, on avait évidemment envie de terminer l'aventure ensemble. Donc, ouais, c'était très frustrant pour tout le monde. Et c'était pas un moment rigolo, mais du coup, on avait très très envie d'en découdre justement pour dire, bah, tu vois, on y est allé, on l'a fait, quoi. Il est 6h30 du matin, on quitte le refuge, on dit nos derniers au revoir à Nico, qui lui doit redescendre un peu après avec un autre porteur. Et donc là, on commence à grimper, sachant que le début de la dernière étape est plutôt en arrondi comme un peu un skatepark avant la verticale du U, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, du coup, c'est Abed qui est devant, qui lead la team. Tous les porteurs sont avec nous cette fois-ci, parce qu'il y a personne qui doit partir en avance déposer les sacs au refuge, parce qu'il n'y en a pas en haut. Et donc ils sont là tous les 16. Et donc on a une impression de dingue, enfin de se dire, ben voilà, ça y est, il y a une vue de ouf. On a levé de soleil, on voit le Kenya d'un côté, la Tanzanie de l'autre. Et donc vraiment enfin, tout est là pour qu'on puisse aller en haut. Il y a rien ne peut nous en empêcher, on va dire. Et,
Et en fait, on commence à grimper, c'est difficile, le terrain est plutôt dur au début en termes de sable et de gravier, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive dans la fameuse verticale. Et en fait, dans cette verticale qu'on voyait au tout début, on voyait pas trop, mais il y avait des zigzags dessinés par les anciens, enfin par tous les randonneurs qui passent par là. Et en fait, nous, on se retrouve du coup au bout d'un moment dans ces zigzags, et les zigzags sont entièrement en sable. Et donc là, les porteurs qui avaient trouvé une première technique de tirer, pousser en même temps, commencent un peu à fatiguer avec le fait que le fauteuil s'enfonce, il se décale à cause du sable qui s'enfonce, etc. Donc ça commence à devenir un petit peu tendu pour eux. Et en fait, avec un système de cordes, ils réussissent à faire des zigzags d'avance avec la corde pour pouvoir tirer en amont, un peu comme des poulies, en fait des poulies humaines, et soulager ceux qui sont autour de moi. Je t'arrête une seconde, mais est-ce que toi, ça fait peur parfois de te faire tirer, de voir ton fauteuil qui se décale, de pas savoir s'ils vont réussir à te porter jusqu'au bout? Non. Non, en fait, j'ai aucune appréhension. Non, non, j'ai eu des appréhensions plus tard. Au début, j'avais pas de problème quand même. Non, non, ça allait. Enfin, au final, au début, j'avais vraiment pas peur. Il y avait pas de risque entre guillemets. La verticale était pas encore trop verticale. On s'est arrêté. On a fait une première pause à 5150 sous un gros caillou pour être un peu à l'ombre. Et donc là, tout le monde a un peu rechargé les batteries, petite barre de céréales pour tout le monde, et petites incantations en latin de la part d'un des guides pour vraiment nous soutenir jusqu'au bout, et ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Et on savait pas très bien si on allait s'en sortir, et on repart. Et en fait, au fur et à mesure, on monte, et on arrive dans une zone qui s'appelle Jamaïca. Et Jamaïca, c'est un pierrier qui est au milieu du sable, quasiment en haut de la montagne, enfin, juste avant d'atteindre le premier sommet, donc Gilman's Point à 5750, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ce pierrier, nous, on s'était dit, pourquoi Qu'est-ce que c'est un pierrier? Un pierrier, c'est un endroit où il y a énormément de cailloux au milieu que tu dois traverser, entre guillemets, pour pouvoir continuer ton ascension. Et, euh, et en fait, ces pierres, il y en a qui sont bien ancrées dans le sol, mais il y en a d'autres qui bougent à chaque fois que les porteurs mettent les pieds dessus. Et donc, ils s'enfoncent, eux s'enfoncent aussi. Et donc, on est là, la sérénitude commence un peu à partir petit à petit, parce qu'on se dit, voilà, comment est-ce que ça va se passer? On avait bien grimpé jusque-là, il y avait aucun souci. Et en fait, dans Jamaïca, là, il se pose quand même beaucoup de questions de savoir comment me porter, comment avancer, tout en étant en sécurité, moi aussi. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un endroit où on peut à peu près se poser, et ils se demandent si ils veulent pas plutôt me porter comme si j'étais sur un brancard, donc en vidant leur sac à dos, de manière à ce qu'ils me posent sur les sacs à dos vides qui sont reliés entre eux par des cordes, et que eux prennent les anses, etc., pour me porter. Et là, tout de suite, on a senti quand même la grosse bêtise arriver quand même. Et parce que j'avais aucune, contrairement au fauteuil où je suis entre guillemets un peu en sécurité avec le côté robuste de l'aluminium, etc. Là, c'est juste ma tête qui passe à côté des cailloux dans les sacs, donc c'était pas forcément génial. Et donc il faut un test sur 1 mètre, et on dit tout de suite stop. Je retourne au fauteuil, et en fait là, on se regarde un petit peu tous, parce que on a l'impression de sentir qu'on est quand même à un moment clé dans cette ascension finale. Et en fait, autour de nous, il y a quelques nuages qui commencent à arriver. Il est, je crois, 14h et quelques. Et en fait, à ce moment-là, le guide nous dit, voilà, on est à 200 mètres du sommet. Le terrain, je sais pas trop comment est-ce qu'il va être praticable avec toi. Les porteurs de leur côté, ils sont hyper chauds pour qu'on continue. Et en fait, nous, on se pose la question de combien de temps on va mettre en fait pour arriver jusque là-haut, sachant que derrière, il va falloir repasser dans cette zone de cailloux un peu dangereuse, et on veut absolument pas le faire de nuit, sachant que la nuit tombe assez vite. Et en fait, là, on prend quelques minutes pour se poser, essayer entre guillemets de réfléchir, parce qu'on est quand même à 5566 mètres à ce moment-là d'altitude. Et donc je pense que le cerveau est pas tout à fait en forme pour faire ce qu'il faut. Et on nous sert des spaghettis,
parce qu'il faut quand même manger quelle que soit l'altitude. Donc on se mange des spaghettis et qui avaient été cuits le matin. Et en fait là entre guillemets la décision, enfin Myriam me dit c'est toi qui peux prendre la décision. Et en fait c'est le moment je pense le plus dur que moi en tout cas j'ai jamais vécu. De se dire en fait on sait pas combien de temps ça va prendre, quelle va être ma sécurité et la sécurité des autres aussi, parce que que ce soit les porteurs ou les autres membres de l'équipe, s'ils se blessent alors qu'on se dit est-ce qu'on continue et avec potentiellement un risque, le risque, la blessure tu l'as sur ta conscience pour longtemps après. Et donc voilà, donc là en fait à ce moment-là on prend la décision de s'arrêter. Du coup, il faut quand même avoir conscience qu'on a très peu dormi la nuit d'avant, on est parti hyper tôt, on est vachement haut, on a quand même fourni beaucoup d'efforts et peu mangé depuis le début de la journée. Donc en fait, on est fracasse et du coup, sur le moment, le seul truc qu'on voit, c'est qu'en fait, on n'est pas arrivé jusqu'en haut. Donc on est hyper déçus, c'est super dur à prendre comme décision, c'est horrible, personne n'a envie de la prendre, tu vois, on est tous à se regarder, genre bon, qu'est-ce qui va décider de nous faire descendre alors qu'on sait très bien tous que en fait c'est la bonne décision à prendre, quoi. Mais donc voilà, c'est super dur. Et du coup, on redescend cette pente de ouf. Et au moment où on arrive en bas, alors ce qui est hyper frustrant, puissance 1000, c'est qu'en fait on a mis 5 minutes à retraverser, donc on était monté pendant 1 heure et demie dans les cailloux. Et en fait, pour redescendre des cailloux, on a mis 5 minutes littéralement. Donc l'argument de dire ça va être trop long et on va pas pouvoir atteindre le sommet, machin, en fait, il tient finalement peut-être moyennement. Alors ça reste très hypothétique parce qu'on connaissait pas le reste du terrain, mais en vrai, on se dit a posteriori que finalement, peut-être que ça aurait été possible de monter et de redescendre dans la même journée et que ça l'aurait fait. Mais encore une fois, le sujet c'était plus la sécurité que le timing. Donc voilà. Mais donc on descend et on arrive en bas de la pente. Et en fait, quand on arrive à Kibo, donc le refuge, le dernier refuge, on se dit il est tôt du coup parce que il doit être, je sais pas, 16h30 quand on arrive finalement. Ouais, c'est ça. On est descendu tout droit. En fait, l'avantage c'est que les pieds s'enfoncent dans le sable de 10-15 cm, donc finalement la descente elle est super stable, quoi. C'est juste que ça ruine les genoux, mais à part ça, à part ça c'est hyper stable. Et donc quand on arrive, on se dit quitte à terminer la journée en beauté, autant rejoindre Nico qui est au camp d'en dessous, parce que comme ça au moins on pourra être avec lui et puis c'est dommage de s'arrêter là. Puis à 16h30 quand on est arrivé, on était tous un peu choqués de ce qui venait de se passer. On était un peu, tu vois, on bouillonnait un peu. En même temps, on était crevés. En même temps, on n'aurait pas réussi à dormir parce que altitude, parce que déception, parce que beaucoup trop d'émotions. Et donc, du coup, on décide de redescendre et de rejoindre Nico donc à 3700. Et du coup, pour parfaitement bien terminer la journée, on fait le chemin. Donc, on redescend encore 1000 mètres de plus de dénivelé, mais de nuit et sous la pluie. Parce que, évidemment, on n'a pas eu de pluie quasiment depuis le début, mais là, il fallait qu'on arrive trempé, sinon c'était pas drôle. Et du coup, on rejoint Nico à Orombo. Et en soi, de toute façon, Nico dormait déjà parce qu'il n'était pas en super forme. Donc, du coup, nous, on l'a pas vu ce soir-là, mais au moins le lendemain matin, on était ensemble et donc on a pu débriefer un petit peu rapidement de ce qui s'était passé. Mais finalement, ça a été assez rapide parce qu'en fait, on a refait du coup les tests qu'on fait tous les matins, etc. Et il se trouve que ceux de Nico étaient toujours pas bons, ce qui aurait pas dû être le cas en fait normalement. S'il n'y avait pas eu de problème, il aurait dû, en redescendant à 3007, aller tout de suite mieux. Et en fait, ça allait pas mieux, donc il y a eu alors je mets entre guillemets une ambulance qui est passée le chercher. En fait, c'est juste un gros pick-up qui fait les approvisionnements, qui peut monter jusqu'à Orombo, donc jusqu'à 3007, qui fait les approvisionnements et qui embarque les gens qui peuvent pas redescendre ou qui sont fatigués ou qui ont besoin de redescendre de manière générale. Et donc Nico est monté dans cette voiture-là et 45 minutes plus tard, il était en bas, quoi. Donc un choc un peu, un arrêt de l'aventure un peu abrupt pour lui. Ouais. Un peu amer. Mm. Et pour vous, quelle est la suite ? Pour nous, la suite, c'est en fait, on va faire les 2 dernières étapes l'une après l'autre, et en fait, pour faciliter la tâche des porteurs, je suis à nouveau remis dans un brancard sur roue, et de manière à ce que ce soit quand même plus facile et
parce qu'on refait cette fameuse étape entre Mandara et Orombo, donc les 1000 mètres de dénivelé sur 12 kilomètres, et avec beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, etc. tout du long. Et en fait, pour eux, je me dis, après moi, le fait d'avoir fait des efforts dans la montée, j'étais très content, et d'avoir pu participer jusqu'à ce qu'on s'arrête, en fait, j'ai pu pousser. Et en fait, il y a aucune frustration, en fait, de faire la descente dans ce brancard. Et après tout ce qu'on avait fait, donc c'est pour ça que j'avais aucun problème à le faire. Et voilà. Et après, ils ont réussi aussi à ralentir un peu le rythme, eux, dans la descente, parce que comme ils vont, je pense qu'on aurait pu le faire en 2 heures. Mais du coup, les autres on s'est dit, on va quand même essayer de descendre tous ensemble, parce que quand à la montée c'était à chacun son rythme entre guillemets, mais à la descente c'est plus facile à peu près pour tout le monde, et pas évidemment pour les genoux et autres, mais et voilà, du coup on a réussi à être un peu plus à avoir ce petit groupe qui s'est reformé en fait pour la partie descente. Et donc on est arrivé à Mandara avant la nuit, donc ça c'était formidable aussi. Et ensuite le lendemain matin, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le dernier matin tous les porteurs se mettent ensemble pour de chaque expé pour chanter, pour faire des chants, pour chanter un peu des chants typiques, etc. Et en fait ils nous ont fait ça ce matin-là, donc ça a été quand même beaucoup d'émotions après tout ce qu'on avait vécu avec eux. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment eu beaucoup de chance déjà d'être avec eux, et surtout de pouvoir les rencontrer comme ça, parce que je pense que peu d'expéditions ont l'occasion de rencontrer comme ça leurs porteurs, parce que nous, il y en avait 16, je pense que sur une expé de valide, quand on est 4, je pense qu'il y a peut-être 3 porteurs et un guide, en fait, il n'y a pas besoin de plus, entre guillemets, et à part peut-être le cuistot, voilà. Mais c'est et voilà, et en fait nous finalement on connaissait tous leurs prénoms, on pouvait entre guillemets un petit peu échanger avec eux, etc. Donc parce qu'ils parlaient un peu anglais. Et donc ça c'était vraiment très chouette. Et la dernière étape du coup c'était dans la forêt tropicale. Et cette forêt tropicale, comme disait Myriam tout à l'heure, on en avait peu profité pendant l'ascension, parce que déjà on en a fait la moitié de nuit et on était très concentré sur le fait d'avancer le plus vite possible pour pas arriver trop tard. Et en fait on s'est rendu compte que c'était une forêt complètement dingue, avec des arbres de dingue, des singes un peu partout, et puis cette ambiance forêt qu'on a avec un peu de brume, un peu de lianes un peu partout, etc., qu'on a un peu, qu'on imagine dans ce genre d'endroit. Et donc voilà, donc ça c'était cette dernière étape était aussi formidable. On est arrivés tous ensemble en bas, on a retrouvé Nico, et donc voilà, donc c'était vraiment une très belle fin d'expédition. Et quel sentiment on a justement en arrivant en bas? Je pense que ça faisait déjà 2 jours qu'on pleurait, hein, globalement, de fatigue, d'émotion, de déception, qui n'en est plus maintenant, mais qui en était à ce moment-là, parce qu'il fallait quand même absorber le truc et tout. Je pense qu'on a plus ou moins pleuré pendant les 2 derniers jours de descente, et du coup en arrivant en bas, je pense qu'on a un peu tout lâché, quoi, pour le coup. Mais c'était ouf, parce que c'était vraiment déjà on a bu une bière qui était bien méritée après cette semaine d'ascension. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Mais ouais, non, du coup, c'était ouf. En fait, on a déjeuné en équipe, on a bu une bière, et puis on a retrouvé Nico, c'était ouf. Et ce qui est trop bien, c'est que, en fait, on avait amené en Tanzanie une petite imprimante, justement pour qu'on puisse donner des photos aux personnes qu'on rencontrait, etc. Et donc, Nico, qui était descendu plus tôt, avait du coup eu le temps d'imprimer des photos sur cette imprimante-là. Et en fait, on a eu un moment trop cool au moment de dire au revoir à toute l'équipe, parce que Nico a commencé à distribuer des photos aux porteurs et tout. Et en fait, les gars étaient trop contents parce qu'ils n'ont jamais de photos de leurs expés, quoi. Et puis, je pense que ça reste... honnêtement, on a partagé un vrai truc, c'est ce que disait Pierre avec eux. Je pense que eux, ils s'étaient aussi approprié le projet, de se dire, on va réussir à monter tous ensemble jusqu'en haut, etc. Donc, on a vécu des belles émotions, et ils étaient hyper contents d'avoir ces photos. Et c'était vraiment c'était un super joli moment, donc ça a clôturé parfaitement cette petite semaine d'aventure un peu dingue. Et non, c'était vraiment un moment trop cool, quoi. Est-ce que c'était la première fois qu'ils faisaient l'ascension avec quelqu'un en fauteuil? Ouais, c'est la première fois qu'ils faisaient ça. Ok, du coup, eux aussi, de leur côté, ils avaient peut-être une préparation, même le fait de réfléchir à combien de porteurs était nécessaire
Pas du tout. Je te vois rire, Si, Pierre. si, sur le nombre de porteurs, clairement, ils avaient quand même adapté, parce que bah, justement, on avait plus de porteurs, je pense, que dans une expé classique. Et c'est assez marrant parce que du coup, moi, je me sentais assez coupable, entre guillemets. On se pose toujours la question, du coup, parce que donc, eux, ils sont payés pour être là, évidemment. Et du coup, on se pose toujours la question de est-ce qu'on leur fait pas faire plus d'efforts alors que finalement, eux, ils ont rien demandé. Je veux dire, eux, ils s'en foutent peut-être que il y ait quelqu'un en fauteuil qui leur demande un coup de main pour monter en haut du Kilimanjaro. Et c'est vrai, quand on les voyait donner de leur personne et tout, moi, je me sentais un peu mal en me disant, bah, j'espère que les gars, ils subissent pas, tu vois, contre leur gré, nos envies de faire cette ascension. Et en fait, au moment où on a fait demi-tour, on a pris la décision de faire demi-tour et les gars nous ont regardé en disant non et tout, nous faites pas ça. Franchement, nous on est trop à fond, on a trop envie d'aller jusqu'au bout. Nous coupez pas l'herbe sous le pied et tout. Enfin, franchement, en fait, c'était ouf, c'était devenu leur projet quoi. Et c'était vraiment hyper cool pour nous parce que du coup, cette espèce de sensation un peu bizarre de culpabilité, elle s'est complètement évaporée et on avait vraiment l'impression d'être une équipe. Et c'était juste un truc de ouf de voir à quel point ils avaient envie comme nous d'arriver le plus haut possible quoi. C'est trop chouette. Ils ont porté le projet avec vous, en fait. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fini? Vous restez un petit peu en Tanzanie, vous retournez à Paris, vous commencez à tout raconter sur le blog. Qu'est-ce qui se passe? On reste en Tanzanie et en fait pendant 2 semaines on est resté parce qu'en fait on a enchaîné donc on est arrivé le dimanche au gîte après le Kilimanjaro et en fait le lundi matin on repartait pour une semaine de safari à travers le Serengeti, Ngorongoro et tous ces lieux un peu mythiques dont on rêve de visiter quand on est petit et qu'on a vu le Roi Lion et en fait donc pendant une semaine on a vu des animaux dans tous les sens, on a vu la migration des gnous et des zèbres dans le nord du Serengeti à la frontière du Kenya. Et on a vu des petits lionceaux d'une semaine. Enfin bref, on a profité beaucoup. Et après, on est allé se reposer à Zanzibar. Et donc là, on a profité juste tous les deux. Et pendant une semaine, on n'a absolument rien fait à part être au bord de la piscine et boire des jus d'ananas avec un peu d'alcool. Avec un peu d'alcool. Très bien. Ouais, en fait, vous n'avez pas du tout arrêté, même après cette ascension qui était quand même une vraie expédition et physique. Vous avez continué safari, on continue l'aventure complètement, quoi. Ouais, mais du coup, je pense que ça aurait été pas mal tu vois, a posteriori, je pense que ça aurait été pas mal de faire une pause. On a enchaîné très vite. Et encore une fois, arrivé 18h le dimanche, reparti le lundi matin 8h en safari. Franchement, c'était un peu dur. C'était un peu dur parce que ça a coupé complètement de l'état d'esprit. En fait, on était vraiment parti sur une expé montagne avec une équipe, il y avait un enjeu et tout. Et là, on se retrouve du coup en safari où bah, on est en voiture toute la journée, on peut pas trop descendre parce qu'il y a des animaux. Alors c'était ouf, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Le safari, c'était incroyable. C'était vraiment une super expérience, mais c'est vrai qu'il y avait un décalage de dingue entre ce qu'on avait vécu juste avant et la manière dont on profitait de la Tanzanie à ce moment-là. Et donc ouais, c'était assez particulier et du coup c'est cool parce qu'on a pu très vite raconter sur nos réseaux sociaux bah, comment ça s'était passé et tout, donc ça nous a un peu remis dans le bain et permis de revoir quelques vidéos, quelques photos et d'en parler un petit peu. Mais si c'était à refaire, je pense que je prendrais un petit peu plus de temps dans la région du Kilimanjaro pour bah, profiter des gens, les rencontrer et voir le Kili et se dire ok j'étais là-haut, enfin voilà, et de pas perdre de vue tout de suite ce qui s'est passé, qui a été over intense quoi. Ouais, rester imprégné de ce qui vient de se passer avant de passer à autre chose tout de suite, quoi. Exactement, le coup du zapping c'était pas ouf en fait. Et du coup, toi, Pierre, pour revenir sur tes impressions, donc autant au Kili que dans tes voyages, à de nombreuses reprises, les porteurs, ils t'ont vraiment porté. Enfin, soit ils t'ont tiré, soit ils t'ont porté. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est frustré de se dire que tu peux pas rouler avec tes mains et contribuer au fait d'avancer? Comment est-ce que tu ressens ça? En fait, ce qui a été assez dingue, c'est en fait sur quand on dit que j'ai été porté ou tiré, etc. En fait, à chaque fois,
quasiment sur toutes les étapes et notamment sur la dernière ascension, j'avais quand même accès à mes roues et en soi je pouvais complètement les aider à pousser, etc. Donc quand il y avait des passages de rigole, des passages de grosses marches, etc. À chaque fois je pouvais donner un à-coup supplémentaire sur les roues de manière à eux aussi les soulager parce que c'était un peu ça le but. Et donc voilà. Et après il n'y a pas eu de frustration de ne pas pouvoir le faire juste nous trois, parce qu'en fait, si j'avais gardé cette frustration, j'aurais été frustré pendant une semaine. Mais parce que vu l'ampleur de la montagne, il y avait d'aucune mesure, c'était possible qu'on le fasse que tous les trois, en fait. Enfin, même à 4 ou 5, enfin, entre de notre petite équipe, les porteurs étaient les éléments clés qui nous ont permis d'avancer. Et encore une fois, ils m'ont à chaque fois, c'était hyper. Ils ont toujours fait gaffe à ce que j'ai aucun problème, que tout se passe bien pour moi, que je sois bien positionné, que je tombe pas. Et donc c'est pour ça, à chaque fois que je pouvais les aider, je faisais tout mon possible pour leur filer un coup de main. Du coup, maintenant, plus pour en revenir, finalement, à ce qui vous est arrivé, votre parcours, votre couple, avant puis après fauteuil. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui, du jour au lendemain, comme toi Pierre, se retrouvent en fauteuil, ou justement un couple où l'autre personne aussi constate que sa moitié doit se déplacer en fauteuil? Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes qui, pour elles, la vie n'a plus de sens, ou en tout cas qui savent pas par où aller, qui sont perdues et qui se disent que toutes les choses qui les faisaient rêver dans la vie sont plus accessibles? Je pense que chacun a son contexte et que déjà, nous, on a eu beaucoup de chance d'être hyper bien entourés au moment où Pierre est passé en fauteuil. On avait de la famille, des amis, donc déjà, ça a été un soutien de dingue et personne autour de nous nous a regardé en disant ah bah votre vie est terminée quoi. Enfin pour le coup on a eu des gens qui étaient vraiment pleins de soutien et plein d'optimisme donc ça nous a vachement aidé à avancer parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui on est quand même dans une société notamment en France où le regard sur le handicap il est quand même assez lourd. Il est déjà on connaît assez peu finalement le monde du handicap quand on n'y est pas confronté et puis il y a pas mal de stéréotypes qui font que la société regarde les personnes en situation de handicap comme si elles avaient une vie qui était moins bien qu'avant. Alors qu'en fait, oui, bien sûr, c'est différent. On va pas se voiler la face, c'est très différent, mais ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Ça veut juste dire que c'est différent, on s'adapte et puis on vit autrement, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez intégré tout de suite? Que c'était différent, mais que ça allait pas être quelque chose en moins? Sur le moment, je pense qu'on savait pas ce que ce serait, mais en tout cas, on savait que ça allait être différent, ça, il y avait aucun doute. Mais comme on savait pas sur quoi et comment, parce que encore une fois, on savait pas à quoi s'attendre, on a décidé que ce serait pas moins bien. Voilà. Donc après, on a tout fait pour que ce soit pas moins bien. Mais du coup, voilà, c'est juste on savait pas à quoi s'attendre en fait sur le côté différent. Donc et c'est là peut-être s'il y a un conseil, à donner, je pense, c'est il faut prendre les choses petit à petit parce que ça peut paraître hyper, je sais pas comment on dit, mais c'est super traumatisant déjà comme expérience, c'est un changement de vie complet. Donc si on regarde le haut de la montagne, on peut se dire mais j'y arriverai jamais, alors qu'en fait, si on regarde pas à pas, voilà, aujourd'hui on a tel problème, on va essayer de le résoudre, et puis demain ça sera un autre problème parce qu'il y a souvent des trucs, voilà, des nouvelles contraintes auxquelles on doit s'adapter, etc. Regarder les trucs un par un comme ils viennent et pas essayer de se projeter sur un truc global. C'est voilà, petit à petit, tranquille, et puis on résout les problèmes comme ils viennent et on évite de trop se prendre la tête sur ce que ça pourrait être après, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Pierre? Ce que je dirais, en fait, aujourd'hui, comme disait Myriam, il y avait peu d'informations au début. On commence à vraiment pouvoir. Enfin, aujourd'hui, quand on voit nous sur les réseaux, une personne qui passe en fauteuil, etc. Quand elle nous écrit, elle nous dit, bah oui, tiens, j'ai vu tel mec en fauteuil, lui il m'a inspiré, lui aussi. Vous, c'est sur les voyages, etc. Et en fait, nous, toute cette information-là, on l'avait pas quand moi je suis passé en fauteuil. Et en fait, aujourd'hui, cette information, elle se démocratise un petit peu sur l'information sur le permettre de pouvoir
se dire qu'en fait la vie ne s'arrête pas au fauteuil ou au handicap potentiellement, parce qu'il y a énormément d'influenceurs maintenant qui ont chacun leur propre handicap, qui essayent de démocratiser ça, d'en parler, de montrer qu'en fait leur vie est tout à fait normale, et ils parlent aussi de leurs problèmes de manière à ce que aussi d'autres puissent se projeter, se dire voilà, moi j'ai les mêmes, tiens, ça leur permet aussi de pouvoir se dire je suis pas tout seul dans mon cas, en fait il y en a d'autres, et donc je pense qu'il y a énormément de bonnes choses qui viennent grâce aux réseaux sociaux, et après nous à notre niveau comment conseiller, c'est nous en effet, comme disait Myriam, petit à petit on a réussi grâce aux bonnes rencontres qu'on a pu faire, à voir que finalement le voyage était possible. C'est comme ça qu'on est reparti sur la route, mais voilà, il y a énormément d'associations qui existent comme les autres, nous, à changer notre vie, parce que clairement je pense que sans ce déclic, à ce moment-là en tout cas, ça aurait mis plus de temps pour qu'on l'ait, peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'on aurait quand même fait du kayak aux États-Unis même sans cette association, et voilà, il y a énormément de choses qui existent, et on essaye, je pense, tous à notre niveau maintenant, aujourd'hui, qu'on a un peu plus conscience, de pouvoir essayer de le mettre en avant et de montrer ce qui existe pour que d'autres puissent franchir ce pas plus tôt, et pouvoir retrouver leur vie, pas d'avant, mais avec une option en plus, on va dire. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous deux, si vous n'aviez pas vécu cet événement ensemble, est-ce que votre vie serait autant remplie d'intensité et de voyage qu'elle l'est aujourd'hui ? Alors de voyage, je suis pas sûre, parce que je sais pas si on serait parti en tour du monde sans avoir un projet derrière. Mais du coup voilà, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas savoir, c'est-à-dire que peut-être que notre vie aurait été pour une toute autre raison aussi intense qu'aujourd'hui. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que le point de départ, de dire Pierre a été blessé et en fait on a quand même cru qu'il allait y passer, sincèrement ça a bien changé notre perception de la vie. On a bien plus eu envie de kiffer, on a bien plus eu envie de partager des choses entre nous et puis avec d'autres personnes. Et donc du coup, ça a grandement augmenté notre appétit pour des expériences aussi intenses que le Kili ou d'autres voyages qu'on peut faire pendant l'année, quoi. Donc ça, c'est sûr et certain. Après, ce que ça aurait été autrement, je sais pas. Est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière chose, partager quelque chose pour les auditeurs avant de terminer le podcast ? Moi, je dirais peut-être juste une dernière chose, c'est que nous, on s'est mis pas mal de limites nous-mêmes au départ. Et quand Pierre est passé en fauteuil, et que sincèrement ça vaut le coup d'oser essayer quand même, parce que on s'est pris des gamelles, il y a des trucs qui n'ont pas marché, il y a des moments où Pierre est tombé, où moi je suis tombée, où on s'est un peu voilà, on s'est galéré et tout, mais franchement c'est quand même, ça fait partie de nos plus beaux souvenirs, et si on n'avait pas autant osé faire des choses, on n'aurait pas réussi à faire autant de choses à la fin. Donc chacun à son niveau, on a tous des contraintes différentes, mais je pense qu'on peut toujours oser essayer des trucs nouveaux. À partir du moment où ça nous fait kiffer, ça vaut la peine d'aller dans cette direction, quoi. Eh ben, merci vous deux pour votre témoignage. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T, et merci à Myriam et Pierre pour le partage de leur histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast, et à bientôt pour le prochain épisode.